Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle session de l'Invivox Academy sur la data, vaste sujet, avec un focus un peu plus particulier aujourd'hui sur la donnée mise à disposition par l'Agence du numérique en santé autour des contenus RPPS et ADELI. Nous allons y revenir dans quelques minutes. On sera accompagné aujourd'hui de Yarong Weber, responsable de l'offre au sein de l'ANS, qui va pouvoir nous expliquer plus en détail les enjeux pour l'ANS et les différents usages qui sont faits de ces données. Et Antoine Jean-Jean, consultant senior sur la data, qui accompagne entre autres Invivox sur ces sujets de données, qui lui aussi partagera un certain nombre d'usages et de retours d'expérience. Peut-être déjà pour débuter, un petit rappel sur les prochaines sessions, Sandrine, éventuellement. Voilà, le 6 octobre, donc dans 2 semaines, nous aurons une session qui va être dédiée au One Health, l'avènement de la formation commune aux médecins et aux vétérinaires. C'est un sujet qui est de plus en plus visible, qui est de plus en plus important suite à la pandémie. D'ailleurs, le président de la République, dans son allocution à l'ONU l'autre jour, en a parlé, les enjeux de santé animale, santé humaine, avec une initiative d'ailleurs qui est portée par la France, Une seule santé. Donc nous aurons le privilège d'avoir Pierre Sailly sur ce sujet et de pouvoir aborder cette thématique lors de la prochaine Invivox Academy, jeudi prochain. Jeudi dans 2 semaines, pardon. Petit correctif, jeudi dans 2 semaines, le 6 octobre. Autre sujet très important, l'équipe d'Invivox Academy s'est mobilisée, s'est pliée en 4, en 5, en 10 pour vous proposer un événement assez unique et inédit autour de la formation en santé à l'horizon 2025, avec un parterre de speakers qui va être assez exceptionnel. On peut retrouver des gens comme Norbert Nabé, ancien conseiller du ministre de la Santé, Olivier Véran, le professeur Lionel Lameau, la directrice générale de GIE, Laurence Contarazus, pour aborder sous un format de petit talk toutes ces thématiques durant un événement qui aura lieu grosso modo à partir de 16h le 24 novembre à l'antenne et qui sera suivi d'un petit cocktail. C'est un événement qui est payé en présentiel, une centaine d'euros dont les revenus seront entièrement reversés à une association qui est Sourire à la vie, qui lutte contre le cancer des enfants pour accompagner un meilleur traitement du cancer chez les enfants. Voilà, dernier petit point avant de démarrer notre séance du jour, quelques éléments de rappel sur les bénéfices, les 4 piliers, les 4 bénéfices de l'offre Invivox, autour d'un premier pilier qui est la centralisation et la valorisation de vos contenus. En effet, la plateforme Invivox vous permet de créer votre propre page, institution, et d'y référencer l'ensemble de vos contenus de santé, contenus médicaux. Nous vous permettons aussi d'activer de la visibilité, de diffuser ces formations auprès des professionnels de santé de façon assez générale ou de façon plus spécifique, en segmentant, en ciblant plus particulièrement une population plus qu'une autre. On a un gros savoir-faire là-dessus, on a des mécaniques spécifiques pour mettre ça en place. Et évidemment, comme on est sur un événement autour de la data, évidemment, la plateforme d'Invivox permet de mieux connaître ces communautés, de collecter des opt-in, bien entendu, dans le respect de la réglementation RGPD, etc. Et donc, de pouvoir capitaliser finalement sur vos contenus, de pouvoir créer des liens forts derrière avec ces professionnels de santé. Dernier pilier, dernier bénéfice, c'est la capacité d'Invivox à vous accompagner sur la création de formats interactifs innovants, de réinvention de vos propres contenus. Souvent, on dispose de beaucoup de contenus au sein des entreprises qui ne sont pas forcément remis à l'ordre du jour, réactivés. Voilà, on a des experts pédagogiques et qui ont aussi une expertise santé qui sont capables de vous accompagner. Voilà, assez parlé d'Invivox, je vous propose d'enchaîner avec le thème du jour, avec Antoine et Yarong. Et peut-être, Yarong, pouvez-vous vous présenter, nous expliquer un peu ce que vous faites à l'ANS, et peut-être il y aurait une première question autour les données, on le sait, sont omniprésentes. Donc, ce serait intéressant d'avoir un peu plus de visibilité effectivement sur le fonctionnement de tout ça au sein de l'ANS. Peut-être, je crois que vous avez quelques slides à nous partager. Tout à fait. Merci, Christophe. Je vais partager mon écran. Alors,
Hop, peut-être en affichage plein écran. Je me présente, donc responsable d'offres de services. Je m'occupe spécifiquement les sujets d'identification et authentification des acteurs dans le secteur de la santé sociale et médico-sociale. Alors, avant de commencer, je vous présente rapidement la mission de cette agence numérique en santé. On est attaché au ministère de la Santé. Le rôle de l'agence ANS, c'est premièrement réguler, c'est-à-dire on écrit des exigences, des règles communes donc pour réguler les échanges des données de santé dans le secteur. Alors, deuxième rôle, on est aussi opérateur. Donc, l'opérateur qui gère en fait des systèmes d'information nationaux, exemple le système de cartes électroniques pour les professionnels de santé, la SISAMU, donc voilà, on est aussi sur la sécurité de la santé, comme la plupart d'entre vous connaissent la sécurité de la santé. Et puis le troisième rôle, c'est un rôle de promoteur et de valorisateur. Donc, on essaye d'expliquer, aider à l'écosystème de comprendre déjà ces référentiels, ces cadres donc, législatifs et puis, derrière tout ce qui est la doctrine numérique en santé, les règles qui sont posées communément ces derniers temps sur les exigences de référencement sur les sécures numériques en santé. On accompagne aussi l'écosystème dans la mise en place de tous ces règles et ces services socles. Donc, voilà, la raison pour laquelle je suis présente aujourd'hui avec InviBox. Donc, rapidement, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Absolument, je vais vous le dire, formidable. Alors, aujourd'hui, notre thématique principale, c'est le professionnel qui sont dans le RPPS et ADELI. Que signifie RPPS? Alors, en tant que médecin, je pense que voilà, tout le monde connaît, c'est un répertoire de partagé de professionnels intervenant dans le système de santé parce que les médecins, en fait, ils se font référencer, identifier par cet identifiant qui est assez connu dans ce métier. Quand vous êtes chez le médecin, sur l'ordonnance de prescription, ce numéro est obligatoire. Alors, il n'y a pas que les médecins, comme vous pouvez le constater donc à droite de ce schéma. Aujourd'hui, il y a 7 professions qui sont dans ce répertoire national. Il y a les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes. Donc, les 4, on va dire, les 4 professions qui sont dans la RPPS depuis une dizaine d'années. Et ensuite, rejoints par les masseurs-kinés, les podologues. Et dernièrement, l'an dernier, donc les infirmiers ont rejoint RPPS. Alors, ce n'est pas fini, c'est que le début d'histoire parce que les autres professions réglementées qui sont aujourd'hui gérées par les ARS sous le répertoire ADELI, demain, vont tous basculer petit à petit dans ce répertoire RPPS. La valeur ajoutée d'avoir un identifiant unique et pérenne duré tout au long de sa carrière. Donc voilà, c'est important parce qu'aujourd'hui, en tant que, je prends un exemple, un assistant social, s'il change de lieu d'exercice, s'il change de département, il déménage, il est obligé d'aller ressolliciter l'ARS de la nouvel endroit en fait, pour avoir un nouveau numéro ADELIS. Administrativement, c'est quand même un peu compliqué. Sachant que si on est dans la RPPS, premièrement, pour le professionnel, c'est un seul enregistrement, un seul identifiant pour les utilisateurs de systèmes d'information ou bien pour les patients. Donc voilà, on reconnaît ce professionnel sous un identifiant vraiment unique et on va dire pérenne et bien sûr fiable.
Voilà, comme vous pouvez le constater sur cette slide, en haut, vous avez les professionnels qui sont déjà dans la RPPS aujourd'hui. 1 200 000 de professionnels sont déjà dans ce répertoire RPPS de façon pérenne. L'année, donc d'ici l'année fin 2023, tous les autres professions donc, qui sont sous ce bloc-là, ADELI, va rejoindre RPPS. Et puis, par la suite, le marché est déjà en route. On va aussi élargir ce répertoire par les professionnels qui exercent aujourd'hui dans les différents endroits, mais qui ne sont pas répertoriés parce que ces professionnels n'ont pas d'obligation d'enregistrement pour exercer la profession, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas besoin d'être reconnus sous un identifiant pour demain utiliser les services du numérique en santé. Exemple, dans le secteur médico-social, il y a des professions comme les éducateurs spécialisés. Demain, elles auront besoin d'accéder au dossier patient, au DMP, avoir un messagerie sécurisée de santé. Donc, une raison de plus pour être identifié avec un identifiant pérenne et qui leur permet d'être équipés des moyens d'identification électronique ou bien d'équiper des messageries sécurisées de santé. Yarong, je vous propose, comme on est sur cette thématique RPPS, peut-être de lancer un premier petit sondage autour de l'utilisation des données open source de santé et en particulier de ce répertoire RPPS ADELI auprès de nos participants aujourd'hui, savoir s'ils utilisent déjà ce type de données ou pas encore, mais cela les intéresse, ou n'utilisent pas du tout, mais utilisent peut-être d'autres sources de données. Nous sommes très intéressé d'avoir un peu votre retour dessus, chers participants. Allons-y. Alors, que trouvons-nous? Donc 57%, c'est une bonne nouvelle, Yarong, 57% utilisent déjà ce type de données, ça veut dire qu'il y avait vraiment de vrais besoins, de gros besoins autour de ces sujets. Pas encore, mais cela s'intéresse 40%. Donc on peut dire que la majeure partie de nos participants aujourd'hui sont conscients de l'intérêt de ces données, ce qui est d'autant mieux pour poursuivre notre webinaire sur peut-être les usages et la façon dont ces données peuvent être utilisées. Je vous relaisse la parole, Yarong. Merci, Christophe. Alors, bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail des projets d'élargissement de ce répertoire. Alors, il y a des services de publication de ces répertoires RPPS et ADELI qui sont mis à disposition par donc l'Agence du numérique en santé. L'offre s'appelle l'Annuaire Santé. Donc, Annuaire Santé présente des services de publication, soit via un site qui s'appelle annuaire.santé.fr. Sur ce site, vous pouvez faire une recherche unitaire et puis consulter les informations d'un professionnel. Vous avez également un service d'extraction donc, qui est mis à jour quotidiennement, que vous pouvez télécharger soit via le site annuairesanté.fr, soit via des URL qui vous permettent d'automatiser le téléchargement. Ce fichier contient donc plus de 2 millions de lignes. En fait, chaque ligne présente l'activité d'un professionnel. Bon, bien sûr, hein, quand un médecin a plusieurs activités, vous retrouvez plusieurs lignes. Donc, avec chaque fois, donc, identité du professionnel, son lieu d'exercice et le mode d'exercice. Donc, par exemple, un médecin qui exerce dans 2 cabinets donc libéral en ville et aussi en mi-temps dans un hôpital, vous allez retrouver 3 lignes concernant ce professionnel avec chaque fois les informations précises sur chaque situation d'exercice du médecin. Alors, je vous donne quelques exemples d'usage. Enfin, je pense que plus de 50% d'entre vous, vous avez bien sûr déjà pourraient s'identifier parmi ces usages qu'on a un petit peu
résumé, synthétisé. Alors, pour des structures de santé, par exemple, un hôpital, il y a déjà cette utilisation d'annuaire santé pour, premièrement, faire la correspondance avec la médecine de ville. Donc, compte rendu hospitalisation, les lettres de liaison nécessitent des envois donc, vers la médecine de ville. À ce moment-là, l'intégration des données de l'annuaire santé permet de récupérer le lieu d'exercice des médecins traitants. Ou bien le messagerie sécurisée de santé quand on peut dématérialiser les envois de courrier. Alors, deuxième usage, c'est qu'on peut faire aussi l'identification et authentification des professionnels. Donc, déjà, à l'embauche, donc, le service RH peut se référencer sur cet annuaire santé. En fait, à la limite, on n'a même pas besoin de vérifier le diplôme du médecin parce que le fait d'être déjà référencé dans la LPPS, ça veut dire que l'autorité d'enregistrement pour un médecin, c'est son ordre, a déjà fait la vérification totale sur son diplôme, sur sa capacité d'exercice sur son métier. En fait, donc, le fait d'être référencé dans ce référentiel garantit que cette personne est bien qualifiée pour la spécialité qui est affichée dans l'annuaire santé. Troisième usage, c'est de faciliter la coordination ville-hôpital. Bon, j'ai évoqué l'usage de correspondance, mais aujourd'hui, dans un contexte digitalisé, il y a beaucoup de plateformes d'échange ville-hôpital. À ce moment-là, le fait d'être référencé dans ce référentiel permet les médecins de s'équiper des moyens d'authentification, par exemple une carte CPS, par exemple une ICPS. Donc, ces moyens qui est vraiment distribué en basant sur le fait d'être inscrit dans ce répertoire pourrait faciliter la connexion à l'utilisation de ces plateformes numériques. Voilà, donc ça c'est vis-à-vis de structures de santé. Ensuite, sur les fournisseurs de services, donc ça peut être des porteurs des projets nationaux ou régionaux, ou bien les industriels qui sont aussi fournisseurs de services, vous pouvez utiliser les données de l'annuaire santé déjà pour constituer un annuaire local, donc vis-à-vis de votre application, vis-à-vis de vos utilisateurs en fait, qui sont potentiels à utiliser ce service. Et aussi, vous pouvez constituer un annuaire local qui permet aussi de faire l'échange avec d'autres applications. Donc, les médecins qui vont être correspondants d'utilisateurs de votre application peuvent être aussi référencés dans votre annuaire local afin de faciliter donc, du coup, cet échange de données avec un système tiers. Formidable. Oui, allez-y. Non, formidable. Non, je me fais garant du temps. Il faut qu'on fasse attention. Peut-être, si vous pouvez aussi peut-être nous expliquer les grandes lignes et les perspectives de l'AMS sur ces projets de données. Et puis après, en termes d'exemple, Antoine, justement, va expliquer un peu ce que nous faisons chez Invivox sur ces sujets-là. Donc, ça illustrera parfaitement votre propos. Tout à fait. Alors, juste avant de passer peut-être au slide sur les perspectives, je vous juste donner un exemple très, très concret que tout le monde connaît, Doctolib. Bon, eux, ils sont justement un utilisateur des données de l'annuaire santé. Qu'est-ce qu'ils font avec? En fait, ils vérifiaient l'identité de leur abonné pour garantir que c'est vraiment un médecin qui est légitime à exercer sur telle spécialité. Après, je ne parle pas pour les professionnels qui ne sont pas répertoriés dans notre annuaire, mais en tout cas, pour tous les professionnels qui sont déjà répertoriés dans l'annuaire santé, que ce soit EPPS ou Adélie, Doctolib, aujourd'hui, extrait en fait notre annuaire et derrière, c'est ce qui nous explique, en tout cas, fait une vérification par rapport à l'identité de leurs clients.
Voilà, rapidement, je vous donne quelques nouvelles sur l'évolution de nos services de l'annuaire santé. Nous sommes en train d'enrichir les fonctionnalités de ce service de publication des données. Historiquement, comme je vous ai expliqué, c'est soit via une consultation sur une page web, soit une extraction sur les données en stock. Alors, le nouveau service consiste de fournir ces données par un API qui est en plus basé sur la norme internationale d'interopérabilité FHIR. La nouveauté, c'est que voilà, on ajoute ce côté synchrone, c'est-à-dire je peux télécharger uniquement les données qui m'intéressent. Par exemple, un delta. Au lieu de chaque fois récupérer le stock et que je fasse la différentielle. Donc, l'API permet premièrement, bien sûr, télécharger les données en full, et ensuite les données en delta. Et aussi, ça permet de filtrer par rapport à des critères de recherche. Par exemple, mon application ne concerne que ma région. Je veux juste les professionnels de ma région. Les autres ne m'intéressent pas. Là, avec un filtre, je peux récupérer uniquement les données de mes critères de recherche. Donc voilà, ça c'est un petit peu les nouveautés. Pour l'instant, on est encore en mode de co-construction avec nos early adopters. La première version vient d'être sortie. Une mise en prod technique a eu lieu. Alors, par la suite, on est en train de voir comment on pourrait l'ouvrir à l'écosystème. Il y a un temps de préparation. Voilà, on fera une communication quand le service serait grand ouvert. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Il va falloir qu'on vous réinvite pour une nouvelle académie pour nous expliquer cela, peut-être. Pourquoi pas. Je vous laisse poursuivre, Yarm. Je pense que j'ai fait la présentation générale de ce nouveau service. Je vais peut-être... j'ai donné quelques éléments de calendaire, mais c'est plutôt vers la fin d'année ou début d'année prochaine. On pourrait faire une annonce là-dessus. Formidable. Écoutez, merci beaucoup pour ces éléments. J'espère que nos participants, on a quelques questions auxquelles on répondra en fin de session. Moi, je vous propose de lancer un deuxième sondage sur l'usage que vous faites de ces données disponibles aujourd'hui, avec 3 possibilités de réponse. J'utilise pour mieux connaître les professionnels de santé, je l'utilise pour mieux développer mes produits, et aujourd'hui, je n'utilise pas de données disponibles. Voilà, on lance ce petit sondage numéro 2 avant de poursuivre avec Antoine Jean-Jean. On se laisse 1 ou 2 minutes pour les réponses. Ouais, donc on retrouve en fait un peu le taux de réponse, les pourcentages que nous avions eu lors de la première question, avec en termes de développement de nouveaux produits, c'est un peu moins présent, mais c'est intéressant, c'est peut-être aussi des choses à travailler pour l'avenir. Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Je vous propose d'enchaîner avec Antoine Jean-Jean. Antoine, je vous laisse vous présenter et peut-être nous expliquer, partager votre écran sur votre présentation, nous expliquer un peu comment vous collaborez avec Invivox et les différents cas d'usage. Merci Christophe et merci à l'équipe d'Invivox Academy pour cette invitation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Oui, parfait. Donc, je me présente, moi, donc, je suis Antoine Jean-Jean, je suis consultant d'une société qui s'appelle Up2A. Donc, j'accompagne différentes sociétés dans leur stratégie data. Aujourd'hui, de la donnée, on en a partout, à peu près dans tous les domaines, que ce soit du e-commerce, de la finance, de la santé et bien d'autres. Et donc, toutes ces données qui s'amassent depuis des années dans nos systèmes d'information, elles ont besoin de parler, elles ont besoin d'être utilisées au quotidien. Et donc, j'accompagne différentes sociétés pour les aider dans leur stratégie data. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un rôle qui arrive de plus en plus dans les organisations, qui est le chef de la donnée, enfin, ou le Chief Data Officer, mais si on n'utilise pas de terme anglais, on appelle ça le chef de la donnée, qui vient
vient finalement à côté du directeur technique pour l'épauler et pour aussi reprendre le contrôle des données au sein des organisations, puisque aujourd'hui, il y a le système d'information, plus tout un tas d'applications externes, des applications SaaS qui sont venues enrichir les systèmes d'information. Et donc, parfois, il y a besoin de réagréger tout ça. Donc, chez Invivox, depuis un an, ma mission a consisté donc à interviewer un certain nombre d'équipes métiers, à cartographier l'ensemble des sources de données, à faire des recommandations sur les processus et les outils à utiliser. Et puis, on a mis en place à la fois une organisation, j'ai envie de dire, au sein des équipes et également technique. Donc, on a mis en place un ETL, on a mis en place un outil de business intelligence et on a commencé à créer donc, des premiers outils d'aide à la décision qui sont, aujourd'hui on parle de Analytic as a Service. J'aime bien ce terme dans le sens où on va remettre la donnée dans les mains de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les opérationnels au quotidien. Et donc chez Invivox, ça va être les équipes qui créent les contenus avec les pourvoyeurs, ça va être éventuellement les pourvoyeurs directement, ça va être des équipes marketing, ça va être les équipes finance et effectivement pour les aider dans leurs décisions au quotidien sur comment mieux travailler à partir de tous ces indicateurs, à partir de toutes ces données. Donc, si on parle un petit peu plus du sujet du jour qui concerne donc l'annuaire santé, comment on a utilisé ces données chez Invivox au sein de l'organisation. Je vais donner deux exemples. Donc, d'abord, on a mis en place un script à l'ancienne, puisqu'il n'y a pas d'API pour l'instant, mais on est très heureux de savoir qu'il va y avoir une API en JSON et ça va faciliter. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment rapidement et j'ai envie de dire à faible coût, on arrive à mettre en place rapidement un petit script qui permet d'aller récupérer de manière automatique. Alors nous, on ne va pas le chercher de manière quotidienne, mais on va la chercher de manière hebdomadaire. On récupère effectivement l'ensemble des données, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité d'avoir ce système de différence entre la dernière fois qu'on l'avait téléchargé et la base en cours. Donc, on récupère l'ensemble des données et on les intègre au sein d'une base qui est sur nos serveurs. Et ensuite, on va la déployer actuellement sur plusieurs services en interne. Donc, un premier service va consister à faire une vérification. Donc, tout à l'heure, vous parliez de Doctolib, ça va être un peu près sur le même système, une vérification des inscriptions. Donc, ça, c'est le cas d'usage numéro 1 dont je vais vous parler. Et puis, un deuxième exemple, plutôt au sein d'un outil d'aide à la décision qu'on a mis en place, et ça va être le cas d'usage numéro 2, je vais vous présenter, plus sur la partie spécialisation et intégration des populations. Donc, dans le premier exemple, Invivox, donc, comme vous le savez tous, propose donc des formations. Les pourvoyeurs viennent sur le site, remplissent donc un formulaire pour pouvoir proposer une formation avec éventuellement une date précise ou du contenu qui est disponible en demande. Lors de l'inscription, donc ils remplissent un formulaire et ce formulaire, ils peuvent choisir d'activer la fonction de vérification du numéro RPPS, bien évidemment si c'est un événement en France qui concerne une population locale, puisqu'Invivox ne travaille pas que en France. Et donc, à ce moment-là, donc, le professionnel va s'inscrire, remplir un formulaire, remplir son nom, prénom, son email et le numéro RPPS. Et donc là, on va faire un appel via une API à notre base de données qui a été synchronisée au maximum une semaine avant. Et ça nous permet de dire le numéro d'RPPS valide avec son nom, son email. Et je voyais dans les questions quelqu'un qui disait comment on peut vérifier qu'on peut bien vérifier que ce n'est pas quelqu'un qui usurpe le numéro RPPS de quelqu'un d'autre. Là, il y a l'email éventuellement qui permet de faire une double vérification, surtout si on utilise un email professionnel et qu'on exige un email professionnel. Donc ça peut être une vérification supplémentaire, notamment sur les personnes qui appartiennent à des institutions. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Ça a été activé par certains pourvoyeurs au choix et ça permet de rajouter un niveau de vérification supplémentaire pour les personnes qui vont assister à l'événement. Deuxième cas d'usage, donc là, c'est la fabrique plutôt d'un outil d'aide à la décision en interne. Et donc, on a créé un outil qui permet de faire un matching entre
les spécialités RPPS et les spécialités InVivox. Donc, chez InVivox, on a à peu près 130 spécialités dans notre référentiel. Ce n'est pas exactement les mêmes spécialités que dans la base RPPS. Donc, on a dû créer une clé de matching entre les spécialités qui sont parfois plus précises sur PPS et parfois moins précises que celles qu'on a. Donc, cette clé de répartition permet de calculer des populations qui sont à partir des populations de la base RPPS et qui permettent de revenir chez nous. Et puis, nous, ce qu'on en a fait, c'est qu'on en a fait un outil qui permet, alors sur l'exemple que je vous ai pris, sur une spécialité, de voir quelle est la population totale en France de cette spécialité et de voir dans le CRM du Vox quelle est la représentativité de cette population et de dire quel est le point de couverture de cette spécialité. Donc, si vous venez chez Nuvox, vous savez qu'en gros, vous allez avoir à peu près la moitié des spécialistes français en hépatogastro-entérologie qui seront dans la population d'Invivox et qui auront été des contacts optimes, bien évidemment. Et certains se seront créés un compte, certains auront assisté à des formations, et on pourra même aller plus loin, on pourra dire dans certaines spécialités sont plus intéressés par certains types de formats d'apprentissage, et donc là on voit l'intérêt pour le pourvoyeur et pour Univox, c'est-à-dire on connaît mieux les populations, on peut adapter les contenus et on peut même aider les pourvoyeurs dans leur création de contenu en leur disant, on vous conseille en tout cas d'aller plutôt vers tel type de format, tel type de webinaire, de quiz, etc. Et à l'inverse aussi, en complément aussi, ça peut permettre de savoir les spécialités dans lesquelles on est un petit peu mieux représenté que d'autres, et donc ça peut aider les pourvoyeurs à savoir un peu là où Invivox est particulièrement bien implanté. Donc, pour les équipes commerciales, ça leur permet de se dire il faut faire un effort de captation pour aller vers les spécialités qui sont un peu moins représentées. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les prochaines étapes de notre stratégie Open Data chez Invivox? On accompagne, donc on a fait tout ce projet autour de RPPS et on va suivre les évolutions techniques pour se pencher à l'API dès qu'elle sera disponible. On a également on a des données du SAE, donc vous parliez tout à l'heure des numéros finesse, etc. Donc on a les données en lien avec les instituts, les hôpitaux privés publics pour avoir vraiment une base exhaustive de tous ces établissements. Et puis, on a aussi commencé à s'intéresser aux données de ATIH qui permettent aussi d'avoir un certain nombre de données autour des actes, de cotation des actes, et de savoir un peu quelles sont les institutions qui s'intéressent à certaines spécialités, d'aller un peu plus loin que la simple spécialité, mais d'aller même jusqu'à comprendre quels sont les actes qui sont pratiqués dans certains établissements. Donc, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance des métiers et des spécialités. Donc, tout ça, on le stocke dans un entrepôt décisionnel. Le but, c'est effectivement de l'utiliser en interne chez Invivox pour prendre des meilleures décisions, d'avoir des tableaux de bord, d'avoir une capacité d'anticipation, et puis de le remettre dans les mains des opérationnels, parce que c'est bien beau les dashboards, mais c'est vrai que ça reste, j'ai envie de dire, statique. Et donc là, le but d'outils d'aide à la décision, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est que ça soit dynamique et que ça entraîne des décisions pour améliorer le futur. Et donc la vision future qu'on a effectivement avec les équipes d'Univox, c'est d'aller vraiment vers de l'aide à la décision, vers de l'insight, ce qu'on appelle Univox Insight, c'est-à-dire d'aller vers des outils qui vont aider les pourvoyeurs de contenu à mieux connaître les professionnels de santé, à mieux connaître leurs attentes, à mieux connaître leur appétence et ainsi à proposer des contenus qui soient plus intéressants pour eux. Voilà. Parce qu'Antoine, on peut dire qu'il y a une notion de matching entre les besoins de ces professionnels de santé selon le contexte, selon leurs pratiques, avec les formations disponibles ou qui devraient être disponibles pour répondre à ces besoins. C'est de cet ordre-là? Effectivement, donc il y a une case que je n'ai pas décrite au-dessus, c'est Invivox, donc c'est au quotidien le comportement des utilisateurs Invivox, donc qui sont tous des professionnels de santé, puisque Invivox, il y a une case d'ailleurs quand vous allez sur le site d'Invivox qui vérifie que vous êtes bien professionnel de santé, donc Invivox ne s'adresse qu'à des professionnels, et donc ça permet l'analyse de leur comportement sur le site permet de faire matcher cette offre et cette demande, puisque ça ne sert à rien d'aller proposer des formats où
des formations qui n'intéressent pas la communauté. Et à l'inverse, c'est intéressant de savoir ce qui intéresse le plus la communauté. On voit qu'aujourd'hui, avec le Covid, avec le travail qui évolue au quotidien, on voit que les formats, on voit que les attentes des professionnels de santé ont beaucoup évolué en termes de contenu. Et donc, InVivox c'est indispensable pour InVivox de bien suivre les tendances. Et je pense qu'elles vont continuer à évoluer. Julien Delpech, le cofondateur d'InVivox, utilise souvent parle souvent du fait que le contenu continue de grossir de manière vraiment exponentielle en termes de contenu de formation, et je pense que ça ne va pas aller en descendant, et donc il faut continuer chez InVivox à bien comprendre à la fois le contenu, les attentes et le marché aussi. Les dynamiques de population font partie de ces données qu'on récupère. Merci beaucoup, Antoine. Formidable. Je pense que c'est assez clair. Peut-être une petite question pour toi, puis après, moi, je suggère qu'on réponde aux quelques questions que nous avons eues des participants. Pour toi, une petite question autour des enjeux techniques. Dans quelle mesure c'est complexe de travailler sur ce genre de projet? Quels seraient éventuellement tes petits tips and tricks pour lancer ça de façon progressive peut-être au sein des entreprises ou des entreprises des établissements de santé? Alors, j'ai fait exprès de montrer un slide tout à l'heure où je disais qu'il y avait juste un petit script PHP pour récupérer les données, pour montrer justement que c'est simple en fait. Et c'est simple de commencer par un outil d'aide à la décision qui est en Excel, mais au moins vous mettez déjà les données dans les mains des utilisateurs, et après vous allez vous lancer dans des développements plus complexes avec des coûts informatiques plus importants. Alors là, chez Nuvox, on utilise Metabase, mais il y en a tout un tas d'outils qui ne sont pas des outils très, très onéreux, mais qui permettent rapidement de remettre les données dans les mains des utilisateurs. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est le plus important avant de vous lancer dans des usines à gaz, c'est tester et remettez les données dans les mains des utilisateurs, parce que vous allez voir et vous allez mieux comprendre quelles sont leurs attentes, que ce soit un responsable de service, que ce soit quelqu'un qui est à la tête d'une BU au sein d'un labo, etc. Il a besoin d'avoir des données pour prendre ses décisions au quotidien, pour faire évoluer son offre, pour faire évoluer ses produits. Et donc, il ne faut pas se lancer dans des usines à gaz, il faut faire des choses simples. Et après, les complexifier, les rendre robustes, se mettre en place éventuellement des projets informatiques plus importants. Mais ce n'est pas très compliqué de faire des choses simples et efficaces. Merci beaucoup, Antoine. Je pense que ça aide beaucoup nos participants. C'est très intéressant. Peut-être deux questions qui restent ouvertes, Yarong, pour vous. Qui est une première: comment vérifier que la personne qui s'identifie comme Dr X avec le numéro RPPS disponible relativement facilement sur Internet est bien ce médecin et pas une personne qui aurait usurpé cette identité du Dr X? Cette notion de solidité de l'identification, de garantie, dont vous avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Là, vraiment, il faut voir le contexte. Donc, c'est dans quel contexte on veut identifier ce professionnel. Est-ce que c'est dans un contexte, je ne sais pas, la situation peut être très, très variée. Hein. Est-ce que c'est en tant que patient, je veux vérifier le médecin en face de moi, c'est bien un vrai docteur? Ou bien je suis en hôpital, je veux savoir ce que je recrute, la personne en face de moi, c'est bien un médecin avec son diplôme. Ou bien je suis plutôt dans une situation que je m'identifie auprès d'une plateforme de services numériques. Dans ce cas-là, bien sûr, il y a la notion d'authentification qui rentre en jeu, c'est-à-dire est-ce que je me fais reconnaître par le système d'information en tant que médecin X. Donc, c'est très difficile à répondre à cette question. Donc, justement, l'importance de référentiel, donc, qui peut poser en fait cette base d'identification à l'écosystème pour que tout le monde puisse en fait s'appuyer sur ce référentiel pour dire que voilà, au moins, quand je sais que la personne en face de moi qui me prouve qui s'appelle docteur Martin Dupont,
qui me trouve avec sa pièce d'identité, que je sais, OK, ce Martin Dupont, avec donc son état civil, je peux retrouver dans l'annuaire santé qu'il est bien médecin, qu'il est bien spécialiste dans la cardiologie, par exemple. Voilà. Donc, si je n'ai pas ce référentiel, là, je serai obligée de lui demander son diplôme, sa inscription à l'ordre, tous ces tas de preuves. Et encore, je ne sais pas si j'ai la compétence de vérifier si c'est un vrai diplôme ou bien c'est une vraie attestation de prescription, d'inscription à l'ordre. Donc voilà, d'où vient l'intérêt de ce référentiel. Après, la deuxième question, je suis désolée, je n'ai pas bien compris votre question. C'est pour ça que je pense que la question, c'est vous bloquez l'inscription si l'email ne correspond pas à celui intégré au sein du RPPS. J'imagine que c'est peut-être plus pour Invivox. Est-ce que lorsque l'on a un professionnel de santé qui s'inscrit et où le numéro RPPS ne correspond pas à celui au sein du RPPS, quelle est l'action que nous réalisons? J'ai envie de dire, on peut faire ce qu'on veut en fait, parce que nous, on est une plateforme au service des pourvoyeurs. Donc en fait, on configure, on met en place la configuration qui est souhaitée par la personne qui organise l'événement. Donc si elle a envie de faire une vérification plus ou moins poussée, c'est elle qui le décide. De toute façon, le processus d'inscription, il est à la carte, entre guillemets, et elle peut activer ou pas cette option. C'est elle qui choisit de dire je veux absolument que ce soit des gens qui sont dont le numéro RPPS est validé ou pas. Et vérifier. Mais effectivement, si cette fonctionnalité est activée par le pourvoyeur, à ce moment-là, s'il y a un décalage, à ce moment-là, effectivement, l'inscription est effectivement bloquée. Mais c'est le choix du pourvoyeur qui vient de proposer ces formations, de dire je veux vérifier ce numéro RPPS, le demander et le vérifier. Et auquel cas, s'il n'y a pas de match, eh bien, effectivement, il n'y a pas d'accès à la plateforme. On a répondu à peu près à toutes les questions. Peut-être Yarong sur ces enjeux de l'ANS, comment ça s'organise par rapport aussi aux acteurs de l'écosystème comme les ARS? Est-ce que c'est une consolidation des données qui se fait avec eux? Est-ce que sur la roadmap, ils participent? Peut-être intéressant aussi, peut-être cette question-là par rapport à l'écosystème santé en France de votre imbrication. Oui, bien sûr. C'est un référentiel qui est national, donc ça enveloppe beaucoup de métiers dedans. Donc, vous avez vu pourquoi, en fait, on veut élargir la RPPS à tout professionnel intervenant dans le système, que ce soit sanitaire, social ou médico-social. Justement, c'est par, en fait, le remontée du besoin terrain qu'on lance ces projets d'élargissement. Donc voilà, ça se fait à travers de dialogues avec les régions, ça se fait à travers des dialogues avec les industriels qui nous permettent d'améliorer en fait les services de publication. Donc voilà, tout est lié, c'est un écosystème. On est vraiment à votre écoute, à l'écoute de tous, pour que voilà, ces services régaliens puissent puissent créer aussi des valeurs économiques. Donc il y a pas mal d'entreprises qui offrent des services de publication payantes, parce que voilà, ils ont su apporter une valeur ajoutée vis-à-vis d'un besoin qui est ciblé par je ne sais pas, un hôpital ou d'autres associations de patients, associations des professionnels. Du coup, voilà, le référentiel est juste là pour que tout le monde puisse s'appuyer dessus. Il n'y a pas de concurrence vis-à-vis des offres privées. Donc, justement, on encourage l'écosystème de construire des services en s'appuyant bien sur ces données de référentiel, avec la mise à jour, bien sûr, le plus régulier possible. Derrière, offrir des valeurs ajoutées à tout utilisateur. Très bien. Peut-être une autre question dans la même veine. Au niveau européen, est-ce qu'il y a une consolidation des données au niveau européen? Est-ce qu'il y a des projets au niveau européen sur ces sujets de données de santé? Oui, c'est une question que j'ai vue tout à l'heure dans le chat. Effectivement, il y a un projet qui s'appelle, il y a un portail européen qui s'appelle CESALI.
Je pense que vous allez retrouver aussi l'info sur le site de e-santé.gouv.fr. C'est un portail européen qui permet justement, quand on est en voyage en Europe, on pourrait aussi consulter les médecins, on pourrait profiter aussi les soins dans d'autres pays en cas d'accident ou autre. Pour que ce portail marche, bien sûr, il faut référencer les professionnels de chaque pays. J'imagine. Donc, les autres pays ont aussi fait un effort pour avoir un identifiant des professionnels de leur pays un peu homogène. Donc, comme on a en France l'identifiant du RPPS. Mais personnellement, je ne connais pas est-ce qu'il y a un répertoire qui est connu nationalement dans les autres pays européens. Donc, je ne vais pas dire des bêtises. Une petite dernière pour vous, une question de support, je dirais presque, qui est de savoir, apparemment, il y a quelques soucis sur le moteur de recherche de l'annuaire santé, d'indexation, un petit message d'alerte. Est-ce que vous voyez dont parle ce participant? Oui, tout à fait. En fait, depuis l'été, hein, on s'est rencontré des problèmes de performance de l'ordre technique, hein, puisque voilà, l'ANS, on ne fabrique pas des outils tout seul. On s'appuie aussi sur les compétences du marché. Malheureusement, on change de prestataire. Du coup, voilà, dans cette période de réversibilité, on a rencontré des difficultés avec le nouveau prestataire. Il y a des problèmes techniques qui sont survenus. On essaie d'améliorer donc voilà cette situation. Encore une fois, désolée pour ces inconvénients sur la moteur de recherche. Donc, on vous encourage, surtout l'industriel, de l'utiliser. Les extractions en attendant, et puis bientôt API qui serait mise à disposition pour tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez un projet, si vous avez envie de tester dans cette période bêta-test, donc faites-nous signe. Donc voilà, on vous accompagne. On ne manquera pas de vous faire suivre les éventuelles demandes de contact pour de tels projets, Yarong. Merci pour votre transparence sur la réponse. C'est le propre des projets numériques, des projets technologiques. Il arrive qu'effectivement, il y a des petits soucis. Donc, formidable. Écoutez, je pense qu'on a fait une très bonne session. Je vous remercie vraiment beaucoup, Yarong, Antoine, de votre présence et d'avoir partagé vos retours d'expérience. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot ou si on conclut maintenant. Peut-être juste le dernier mot. Cet après-midi, on fait une rencontre avec les industriels, les startups qui sera à l'occasion d'être présents sur le Paris Santé Campus, justement pour des sujets d'identification, authentification, où voilà, on explique aussi un petit peu l'annuaire santé. N'hésitez pas à venir nombreux. De toute façon, on aura d'autres occasions de vous recevoir à Paris Santé Campus parce que l'agence, ce sera justement bientôt déménagée à Paris Santé Campus. Formidable, formidable. Encore merci. Encore merci à tous. Je souhaite aussi remercier tous les participants aujourd'hui, ainsi que l'équipe d'Invivox qui porte ce projet, à la production Sandrine, supportée par Céline, à la diffusion pour vous faire venir, vous participants, pour vous découvrir tous ces speakers et tous ces sujets, Julie et Clara, qui permettent de donner cette visibilité. Voilà, encore merci à tous. Et puis, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, autour du sujet One Health. Et voilà, n'oubliez pas notre gros événement du 24 novembre avec vraiment un parterre de personnalités qui est assez exceptionnel. Encore merci à tous et bon après-midi, bon appétit, bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.